Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Au programme, comme chaque jour, de la musique, de la conversation et en prime une enquête haletante. Alors pas menée par mes soins, j'ai la perspicacité d'une brique et la rapidité d'exécution d'un panda, mais par mon invité dans un film qui m'a causé quelques arythmies. Un comédien dont la discrétion hors plateau n'a d'égal que sa force d'incarnation à l'écran. Je mise tout sur le lien de cause à effet. Doublement césarisé, meilleur second rôle masculin pour Les Témoins d'André Téchiné et meilleur acteur pour Un fils de Mehdi Barsaoui, prix d'interprétation à Cannes pour Indigène, partagé et en bonne compagnie. Formidable dans Omar Mathieu et Les Miens, tout aussi sans sas chez Bouchareb, chez Salvadori, chez Michel Blanc et de Pléchin, pour n'en citer que quelques-uns. Il est à l'affiche de Rapace de Peter Dourounsis dans les salles demain. Ce sera encore la fête du cinéma. Conseil d'amis, foncez, il fait frais et votre palpitant vous remerciera. Bonjour Samy Bouajila. Bonjour. Merci de passer par ce cette studio. intro, par contre. Bah non, mais avec plaisir. Vous le méritez largement, si je peux me permettre. Ma journée est faite. Tant mieux. Journée, voilà. Très bon début de soirée. Est-ce que vous apprêtez vous aussi à fêter le cinéma ? C'est le genre de manifestation dont vous profitez ou... Le cinéma, je le fais toute l'année, pour Ouais. pas dire toute ma vie. Donc oui, ça sera demain, ça sera comme les autres jours, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est une bonne opportunité. Je le redis vraiment, allez voir ce film. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, avant une sortie de film ? Oh, franchement, plutôt serein. Disons que je m'en détache, quoi, parce que déjà le film, vous savez, on l'a tourné il y a au moins un an, c'est toujours un peu, Ouais, bien sûr. voilà, comme ça. Entre-temps, on en a tourné un ou deux, ou je ne sais combien. Et puis la vie passe. Bon, moi j'ai vu le film, et après ça nous appartient plus. Ouais. Déjà, c'est très difficile de se voir. Moi, je regarde pas mes films habituellement, mais bon, quand on me sollicite, on a eu une belle avant-première, j'ai beaucoup aimé. Mais après, je m'en détache, je lâche prise, ça nous appartient plus, quoi. Vous ne regardez plus jamais, après, aucun de vos films ? Non, quand je peux éviter, Ouais. je les regarde pas. Après, bien évidemment, quand le réal ou on nous sollicite, bon, je vais pas dire, écoute, non. Non, merci, ça ne m'intéresse que très peu. Ouais, Voilà. c'est ça, ce sera un Donc peu là, voilà, indélicat. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours ? Elle est essentielle. Alors, comment définir la place ? C'est une place essentielle, voilà. Mais depuis tout le temps, depuis au moins que j'ai commencé à acheter des disques tout môme, et jusqu'à présent. C'est toute ma vie, la musique. Ouais, c'est-à-dire que ça vous programme pour certains états d'esprit ou Déjà pour le et travail d'une, ou pour, puis ça m'inspire, et ouais. puis ça me remue, et puis c'est super, et puis ça se partage. J'adore, quoi. Pour démarrer cette émission, j'ai choisi une petite ambiance jazzy. Ce sera Oxmo Puccino avec Oli Popette Bar. Le score sur Radio Nova. Oxmo Puccino sur Nova, Oli Popette Bar. Est-ce que c'est le genre d'ambiance qui peut séduire Samy Bouajila ? Je pose la question. Ah ouais, plutôt, ouais, j'aime Ouais. bien Oxmo Puccino, moi. Ouais, puis là, il y Ouais. a un truc très cinématographique dans cette chanson en particulier. On parle de cinéma, évidemment. Aujourd'hui, on parle de Rapace de Peter Dourounsis qui sera dans les salles demain. Vous y êtes Samuel, un journaliste au Nouveau Détective, et il est mandaté pour couvrir un fait divers glaçant. Passionnel ? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal ? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal. Je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une enquête indépendante menée non pas par un enquêteur solitaire, mais par ledit journaliste et sa stagiaire, qui n'est autre que sa fille, incarnée par Mallory Wanek, avec qui on sent que le rapport est quelque peu distendu. J'ai l'impression que ce qui vous donne l'entrée dans un personnage, c'est généralement la faille. Ici, elle est de nature familiale. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez abordé, ce Samuel ? Mais complètement, je me suis fait surprendre parce que on a le scénario, bon, il y a le gars... Le gars, c'est un baroudeur, il passe sa vie à faire des enquêtes, à investiguer, quitte à oublier sa famille quasiment. Et puis il tombe sur quelque chose, une piste, un filon, qui va s'avérer être autre chose, pardon. Et donc on part là-dessus. Mais dès que je joue avec Mallory, enfin avec celle qui interprète ma fille, mon énergie, elle part ailleurs. Et Ouais. je suis happé autrement. Et pendant le tournage, sans que j'en parle à Peter, pendant le tournage, j'ai tout de suite compris que la porte d'entrée, elle était là, indépendamment de ce qui est écrit. Parce que ce qui était écrit, on ne sait plus comment dire les mots. C'est pas pour frimer, mais c'est pas très compliqué de l'incarner.
À l'inverse, je l'incarnerais mieux si je replonge dans la faille de ce personnage, son talon d'Achille, avec sa fille. Et là, je mettrais plus en valeur la faille de mon personnage et le danger dans lequel il s'enferme avec sa fille. Et j'ai adoré ça parce que, en fait, je crois qu'instinctivement ou intuitivement, j'ai senti ça parce que quelque part, pendant, j'y ai repensé, et puis depuis la promo, ça me revient, c'est flagrant. Moi-même, à enchaîner les tournages, j'étais souvent absent de la maison. Et les enfants, ma fille en particulier, qui est un peu plus grande que Mallory, je pense que, en tout cas, j'ai culpabilisé à un moment et je sais que j'ai laissé des blancs. Alors, la maman, bien sûr, a fait ce qu'elle a pu. Et donc, après, j'ai fait ce que fait le père, c'est-à-dire que j'ai plongé dans ce que j'ai esquivé, quoi, pendant un moment. Et je trouvais que c'était une bonne base pour se reposer, pour reposer le personnage, et une faille à mettre en avant et à plonger dedans, quoi, voilà. Oui, parce que la figure du journaliste, c'est un très fort potentiel cinéphilique. Le film d'enquête, c'est un genre en soi. Absolument. Quel rapport est-ce que vous vous entretenez avec ce registre-là comme spectateur ? Ah, j'adore. Ouais. Ah, j'adore les... Parce que je crois que vous étiez encore récemment président du jury à Reims-Polar, donc j'imagine qu'il doit y avoir une petite attirance pour le... Je me suis fait plaisir. On a eu une filmo, mais il n'y avait pas de déchet, sincèrement. Hein. Et j'avais un jury d'enfer. Donc on s'est fait plaisir comme des fous. Mais moi-même, en tant que cinéphile, j'aime bien ces films-là, Les Hommes du Président, Zodiac, Spotlight, et j'en passe, quoi. Ouais. Non, j'adore. Ouais. Ici, Samuel travaille pour une presse très particulière, celle des faits divers. Est-ce que vous faites partie des gens sur qui ils exercent aussi une forme de fascination, ces faits divers ? Mais alors, absolument. Ouais. Mais absolument pas. Je crois que j'ai jamais ouvert un truc, même chez le dentiste ou je sais pas quoi, de ce genre de truc. D'abord, parce que j'avais des a priori forts. J'étais persuadé que c'était que du bluff, que du flan, que tout était faux. Et alors, première découverte sur ce film, c'est que non, tout est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, même aux origines du journal, il y avait des grandes plumes qui signaient. Absolument, bien sûr. Absolument. D'ailleurs, on fouillait là-bas. Non, tout est vrai, quoi. Et puis, du coup, j'ai changé... Enfin, respect, je dirais, parce qu'on a vraiment affaire à des vrais journalistes d'investigation passionnés qui s'oublient, comme dans le film, pour pister quelque chose, qui vivent en bande entre eux. Et puis, l'autre chose qui m'a surpris, en fait, c'est eux les rapaces, parce qu'ils courent après... c'est ça, on se demande qui sont les rapaces. Mais ouais, moi je me demandais, je pensais que c'était les méchants, enfin les agresseurs, enfin je sais pas quoi. Ils ont des méthodes d'investigation très particulières. Mais c'est ça, ce sont des rapaces, quoi. Ils vont vraiment... c'est des tueurs, quoi. On poursuit la conversation sur Rapaces dans un instant. On écoutera aussi Police et ce sera juste après la pub. Le score, du bon son et de la conversation juste après la pause. Nova. Radio Nova. Police sur Nova, Bring on the Night, un titre choisi pour un amateur, ou en tout cas c'est ce que je crois, Samy Bouajila. Un inconditionnel. Ouais. J'adore Police, rien que là, voilà, j'ai eu la chair de poule. Dès l'intro, j'ai vu qu'il y avait une réaction. Puis après, elle se prolonge. J'aurais dit, punaise, on peut différer les paroles. C'est magnifique, j'adore Police. Depuis toujours ? Depuis toujours, depuis qu'ils ont commencé, j'étais môme déjà. Et après, bien sûr, j'ai acheté tout leur... Non, on les enregistrait. Dans le quartier, il y avait un grand, un mélomane, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai adoré la musique. Et il nous faisait des cassettes. Et puis après, j'allais les voir en concert, je les ai vus à Grenoble, et dans la foulée, je les ai suivis à Lyon. Ah oui, donc un vrai fan. Ah non, j'adore. Un assidu. Puis après, il y avait les VHS des concerts, je regardais les concerts, quoi. C'est exceptionnel. On parle du cinéma aujourd'hui, on parle du film Rapaces qui sera dans les salles demain, un film dans lequel vous êtes donc Samuel, journaliste, accompagné d'Ava, sa fille et stagiaire, qui couvre pour leur magazine le meurtre d'une jeune fille attaquée à l'acide. Et c'est l'occasion aussi, cette rencontre père-fille, de confronter des méthodes d'enquête très différentes. C'est-à-dire le terrain contre les réseaux, ce qui donne une dynamique très particulière. Ah oui, tout à fait. Ouais. Putain, j'ai gambergé là. Oui, elle m'a surprise d'ailleurs, la puce, là, avec ça. Oui, tout à fait. Et puis je trouvais que c'était bien parce que, comment dire, deux époques, quoi. Oui, bien sûr. Et puis la fille, toujours dans sa continuité de rentrer dans l'art de son père, elle lui ouvre encore l'esprit. Et je trouve ça chouette. On avait vraiment, les personnages sont bien écrits. Je trouvais qu'il y avait
un beau rapport père-fille, quoi. C'était assez chouette. Et d'ailleurs, il ne se joue pas qu'une opposition générationnelle, puisque un homme et une femme qui enquêtent ensemble, ça change un peu les paradigmes quand on enquête sur ce genre de meurtre. Elles n'ont pas du tout la même manière d'envisager les violences masculines, dont il est aussi question dans ce film. Absolument, d'autant que c'est son père, donc c'est pas un homme et une femme, c'est le père et la fille. Ouais, bien quoi. sûr. Donc, et d'ailleurs, la fille est très inspirée, puis elle lui souffle des choses, d'ailleurs, qui lui chiffrent. Quand elle dit que voilà, on se croit jeune fille, on se fait belle, et puis d'un coup le regard des autres change, et etc., etc. Et j'aimais bien cette scène parce que c'était pas difficile à jouer, parce que quand elle le disait, on entendait toute l'ampleur de ce qui se dit. Et j'adore ces moments-là dans le jeu où il y a rien à faire et juste à écouter et tout est là, quoi. Donc voilà, oui, c'est ça. Et puis après, le père, il va suivre la fille, quoi, parce qu'elle est bien plus inspirée que lui. Oui, et puis il y a quelque chose de très beau dans leur échange qui semble être professionnel, alors qu'on se rend compte qu'il se joue quelque chose de plus profond. Elle lui dit, voilà, moi, le changement de regard, c'est comme ça que ça s'est passé. Et lui dit cette chose très jolie, je trouve, c'est « mets de toi quand tu écris ». Exactement. Ouais. Et ensuite, ces deux-là, quand ils se retrouvent, je trouve que c'est magnifique, quoi. Le temps est relatif dans le cinéma, bien sûr, mais là, on a l'impression qu'il raccroche les wagons, qu'il rattrape un peu le temps perdu, et ça devient un duo. Absolument. Voilà, deux partenaires, quoi. C'est très chouette. Alors, il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans le film, c'est la manière dont il crée la tension dans des scènes qui sont absolument non spectaculaires sur le papier. Comment est-ce que vous avez abordé ces scènes-là ? Je ne veux rien spoiler du film, mais il y a des scènes de tension extrême sur des situations qui semblent relativement banales. Citez-moi une que je puisse en parler. Mais... j'ai le droit de dire. Wow. Il y a une scène où vous dînez ensemble avec votre fille qui est... Ok, voilà, c'est ça. On parle de celle-là. Oui. Alors, bon, c'est de la pure mise en scène dès l'écriture. Ouais. C'est remarquablement mis en scène. Non, mais même à l'écriture, déjà. C'est-à-dire qu'il y a une symphonie et ça monte en spirale et sur la fin, bon, voilà. Alors... Comment dire ? Il a orchestré ça, Peter. C'est-à-dire que c'est un morceau sur lequel il fallait que toute l'énergie de tout le monde se consacre. Ouais. Je ne sais pas si on le dit, voilà. Et il a décidé de la mettre en fin de tournage. Ce qui a créé d'abord, sur tout le reste du tournage, on a créé les liens entre l'équipe et nous tous, quoi. Et puis on a mis en marche ce récit qui a pris forme, et les personnages aussi, etc., etc., etc. Donc on avait un certain élan, et quand on arrive à ce bloc qui était planifié, quoi, d'abord on est porté par une énergie commune, et sur les plateaux, c'est pas rien, parce que c'est vraiment, ça se densifie, quoi. Ensuite, on a tous le même objectif, donc il y a une concentration affûtée. Le plateau était très agréable, parce que le scénar est épuré, si je puis dire, et dans le jeu, ça se ressent. Et je pense que dans les cadres et comment on filme aussi. Donc il y a une espèce d'efficacité sans volontarisme, sans triche, sans rien, quoi. Il y a une belle épure. Et donc là, toute l'équipe était ensemble. L'image que je trouve particulièrement belle et cette équipe extrêmement douée. Et la technique qu'il a trouvée... Alors on a tourné en nuit, et la technique... La nuit, ça fait d'air en plus. Et la technique, il a filmé par axe. Mais il faut le faire, parce que il y a du monde, y a des choses qui se passent, il faut les régler. Et ben ça a filé comme une lettre à la poste. C'était super. Et nous-mêmes, on sentait la tension monter. Et c'était très agréable, parce que on était vraiment tous ensemble. Et Peter a dirigé ça avec son habitude, calme, précision. Et voilà, quoi. On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale. On écoute Björk avec Venus as a Boy. Le score sur Radio Nova. Nova. Björk sur Nova avec Venus as a Boy, et toujours en compagnie de Samy Bouagila, que j'ai vu dodeliner pendant Björk. Je le dis, je raconte tout ce qui se passe en off. Il n'y a rien à dire. C'est indescriptible. C'est vrai ? Oui, c'est métaphysique, c'est fusionnel. On est ailleurs. C'est vraiment une princesse pour moi, cette dame. En 2021, en recevant votre 2e César pour Un fils, vous avez dit au tout début de votre discours de remerciement « J'ai souvent l'impression que les rôles nous choisissent plus qu'on ne les choisit ». Est-ce que beaucoup de vos rôles vous ont choisi jusqu'ici ? Ouais, je pense que oui. La quasi-intégralité, vous diriez ? Je sais pas, mais les rôles phares, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je le pense. Après, voilà, j'ai pas fait science, je sais pas quoi. Mais ça veut dire quoi, un rôle qui vous choisit ?
Ça veut dire qu'il faut voir un peu plus loin que comme ça, s'éloigner un peu de quelque chose de très cartésien et de bidule et croire que rien n'arrive par hasard et que il y a des rôles qui vous choisissent et qui vous tombent dessus. Par exemple, Un fils, c'était un rendez-vous, quoi. Moi, c'est insoupçonné, c'est un petit film qu'on tourne dans le désert et je tombe sur un cinéaste non seulement inspiré, qui réussit à filmer un huis clos à ciel ouvert. À cette même période, quand je pars pour tourner, je pars 15 jours, 3 semaines avant, parce que mon frère et moi, on a décidé de ramener nos parents bien fatigués dans leur pays d'origine. Je me mets à tourner ce film dans le désert de Tataouine, près de la frontière libyenne, lieu que je connais depuis ma plus petite enfance, parce que mon père n'a cessé de nous raconter un périple qui l'aura traumatisé toute sa vie sur cette même piste où je suis. Pendant que je suis à l'hôtel et que j'ai du temps, j'ouvre enfin un texte qu'on m'a demandé de lire parce que la personne qui l'a écrit l'a fait en pensant à moi. Et ce que je lis que c'est l'histoire d'un homme dont la mémoire se confond avec celle de son fils. Chose que je vis pleinement avec papa depuis tout le temps, mais là de manière exacerbée. Puis là, on parle d'un fils en plus, dans ce lieu que je viens de décrire. Donc je me dis, et puis le film, il avait la grâce. Le film avait la grâce, le tournage s'est fait comme ça. Le rôle, je me suis complètement oublié dedans. Et puis voilà, quoi. Donc quand je vous dis qu'un rôle vous choisit, celui-ci m'a emmené à Venise, j'ai récupéré le prix. Puis j'ai eu le prix de la presse ici, là, avant les Césars. Et puis il y a eu le César, meilleur acteur. Bah, voilà, quoi. Il y en a d'autres comme ça. Il y en a d'autres. Indigènes, j'avais Abdelkader, Omar qui était destiné à Rushdie. Je l'incarne, Rushdie me dirige. Et j'en passe. Keshish avec mon personnage. Dans la faute à Voltaire. Oui, Desplechin, c'était particulier aussi, ce fils emblématique. Enfin voilà, quoi. Il y a des rôles qui vous choisissent, je pense. On salue souvent et à raison la petite musique de vos personnages, le rythme du personnage. Je pense notamment au film Les Miens, voilà, où j'ai vraiment un souvenir de rythme très particulier, mais ça tenait au personnage. Quand il s'agit de trouver le tempo des personnages, vous êtes plutôt chef d'orchestre ou vous vous laissez volontiers diriger ? Ah, j'ai un peu les deux, je crois. Chef d'orchestre avec moi-même, en amont. Ouais. C'est-à-dire lire et relire, assimiler, intégrer, et puis l'exprimer, le sortir pour le voir. Et puis après, moi, je me livre. Le chef d'orchestre, après, c'est le metteur en scène. En l'occurrence, là, c'était Rushdie. Mais vous voyez, ce rôle, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Dans Les Miens, mais bien sûr, c'est l'histoire du frère de Rushdie, qui a vécu ça. Qui est un homme extrêmement doux, à qui il arrive un jour un accident et qui, suite à une commotion, se met à dire tout ce qu'il pense de manière très violente. Ouais, il rentre dans un truc qui est qu'on ne souhaite ni à personne, quoi. Et il perd tout repère et il se perd lui-même. Toute proportion gardée, plus ou moins à la même période, je traversais un moment de ma vie particulièrement difficile qui m'a mis dans un état proche de l'Ohio, comme on dit. Et ce rôle me vient. Je sais plus, mais je crois que, mis à part le rythme effectivement du personnage, parce qu'il est éthéré, ça Rushdie m'a dirigé, mais ce qui se cachait derrière et les émotions, elles étaient là. J'avais vraiment pas à les chercher. J'étais assez bien. Et donc tout était là. Et j'avais plus qu'à me livrer, mais au premier degré à Rushdie. Et Dieu sait si on se connaît, et Dieu sait si on s'apprécie. Et je sais qu'il adore me diriger. Et alors là, je me livre d'autant plus. Je ne fais rien. Juste, il me dirige. Et je me rappelle, il m'invite à une projo privée au Panthéon là-bas pour voir le film. Alors la salle est pleine, on croit que c'est privé, mais la salle est pleine. Bon, que des gens de l'équipe, donc c'est super. Et je me rappelle, à ma gauche, j'ai ramené ma fille, elle était là. Ma fille qui a connu ce que j'ai traversé. Comme je suis proche de mes enfants, on parle beaucoup et voilà, elle l'a connu, elle m'a même accompagné. Quand j'ai vu le film, je vous jure, je crois que j'ai pas arrêté de pleurer. Ouais. Et par moments, j'avais des crises de larmes et des crises de sanglots. Et ma fille à côté, elle avait la même, elle me tenait comme ça. Alors il y a des moments de vie que je trouve assez beaux, quoi. Voilà,
pour en revenir, voilà un rôle qui est venu me choisir Ouais, et qui est magnifique, quoi. Voilà. je comprends. On revient sur quelques-uns de vos rôles dans un instant et aussi sur votre cinéphilie juste après les Clash et The Magnificent Seven. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. The Clash sur Nova, The Magnificent Seven, c'est l'heure du contrôle qualité. Je soumets donc à Samy Bouagila pour savoir si la musique lui plaît toujours ou s'il y a une petite réserve sur Clash. Alors, voilà. Non, j'ai demande, pas de réserve. Mais j'ai jamais été vraiment fan, surtout quand ça commençait, le hard et ce rock-là. Ouais. Mon meilleur ami l'était, donc quand on était dans sa chambre, on écoutait en grande partie ça. Moi, j'étais plutôt Bob Marley à ce moment-là. Mais non, je sais que c'est un mythe et que je sais qu'ils ont une histoire. Et donc, quand je l'écoute, je tends l'oreille. Mais sinon, je le mets pas à la maison, quoi. Ok, bon, c'est un raté, c'est pas grave. C'est pas grave, Quentin, on se débrouillera, on va se rattraper sur le dernier. À tous les deux, vraiment, le cœur y est. Je voulais vous proposer un petit jeu sur le mode tu préfères, voilà, pour revenir sur certains de vos rôles ou certains de vos goûts. Est-ce que vous êtes prêts à jouer ? Ouais. Catégorie garde rapprochée. Pour une protection imparable en guise de garde du corps, vous choisissez Jean-Claude Van Damme, votre partenaire dans Lucas, ou Caris, que vous avez croisé dans Braqueur. Je choisirais Denzel Washington, que j'ai croisé dans Couvre-feu. Alors là, oui, bon, je sais que les portes s'ouvrent toutes seules. Ouais, c'est ça. Oui, évidemment. Non, mais et voilà, sans rancune pour Caris et Van Damme, quoi. 2 propositions instantanées, une seule possibilité pour des histoires d'agenda, sans doute. Vous acceptez celle de Paul Thomas Anderson ou celle de James Gray ? C'était une insulte silencieuse que vous n'avez donc pas entendue à l'antenne. Paul Thomas Anderson. Ok, très bien. Partenaire à fort potentiel hilarant, qui vous a fait le plus craquer sur le plateau ? Jamel Debbouze, que vous avez croisé dans Indigène et Hors-la-Loi, ou Malik Bentala, votre fils dans Pattaya ? Ah, j'ai pas dit que toutes les questions étaient sympas. Hein. Non, mais bon. Alors, Malik, je l'ai croisé dans Pattaya le temps d'une scène, et cette scène, elle m'a fait mourir de rire, c'est clair. Je vais pas la décrire parce que c'est assez long. Mais c'est clair. Jamel, oh là là, c'était un problème parce que Jamel, en plus pour se concentrer, lui, il faut qu'il se lâche. Ouais. Mais il nous tuait de rire. Croyez-moi, hein, je vous jure, on tournait à l'air libre. Il fallait que je parte là-bas pour rester concentré, quoi. Oui, parce que c'était 2 films à registre sérieux. Vous n'étiez pas sur des comédies. Non, mais sur bon. Indigène, c'était une folie, quoi. Puis Indigène, c'était un moment de vie énorme pour nous tous. C'était une vie dans la vie. Enfin, c'était extraordinaire. Et le pire, c'est qu'après chaque fin de journée, Rachid nous disait, parce qu'il ne voulait pas rester seul et qu'on s'entendait tous bien, et oui, voilà, j'ai dit qu'on se rejoignit dans ma chambre pour une réunion. Bon, les premiers jours, on y va. À la fin, on n'en pouvait plus. Même Jamel, il dit, mais quelle réunion ? On a tout dit, ça fait 6 semaines. Bref. Mais à ces réunions, alors on a le banquet, et puis on se pose. Mis à part se parler, il n'y a rien à dire. Mais Jamel, quand il partait en vrille, j'ai souvenir, je vous jure, j'ai souvenir d'avoir eu un fou rire où j'étais par terre, mais vraiment par terre, presque en apnée, je rigolais. Et je crois que je devais être un des derniers à rire, donc comme les bouffons, ils vont là où ça rit, il était là, il me tirait l'épaule et il continuait à raconter ce qu'il racontait. Ouais, bah oui. Ah, j'en pouvais plus. Mais quel souvenir, ce genre de truc. Donc voilà, lequel des deux, je dois dire. Jamel, j'ai l'impression. Ouais, bah oui, parce que Malik, on a fait que passer, mais Jamel, c'est un phénomène, quoi. Ouais. Surtout en impro. En impro, c'est un phénomène. Ouais, les deux d'ailleurs, je dois dire. Oui, pour les avoir vus les deux en spectacle, voilà. Ils ont quand même ce point commun d'être extrêmement forts et d'avoir une répartie imparable. Tout autre registre, vous intégrez Game of Thrones. Vous vous mettez au service de Daenerys ou de Jon Snow ? Je sens que vous allez me faire une 3e proposition qui n'a rien à voir avec les deux que je viens de faire. Jon Snow, ah ouais, plutôt la modestie, plutôt le low profile. Très bien. Lien du sang comme Frangin, Roche Dizem dans les miens ou Roche Dizem dans Hors-la-Loi ? Non, Roche Dizem dans les miens. Ouais. Oh, dans les miens, là. Film formidable. On était sur la corde sensible tous les deux, là. C'était super. En plus, sachez que on a parlé des comiques sur le plateau, mais Rushdie, celui-là, attention, hein, c'est un pince sans rire. Ah non, mais c'est un tueur. Hein, il balance des scuds comme ça, mais on est mort de rire. Moi, il me tue de rire, quoi. Et catégorie 1 dulcinée, plusieurs prétendants. Georgia d'Arthur Penn ou Julie Jim de Truffaut. Oh, fuck. Vous l'avez vu, Georgia d'Arthur Penn ? Ben non, mais maintenant je suis très hypée parce que je vous ai vu en parler beaucoup, donc ça m'a donné très envie. Ouais. C'est déchirant, quoi. C'est vraiment des films de drame psychologique, même pas incarnés. Les gars, ils étaient sous coke ou je sais pas, enfin bon, bref.
avec une mise en scène de folie. C'était un... Il y a un côté 68 art, mais au moins c'était vivant. Ça... Quitte à se cramer les ailes, ils y allaient. Ouais. Bon, Jules et Jim, c'est une poésie, Jules et Jim. Parce que je vous sais très fan de Truffaut aussi. Mais ouais, en plus, moi, Truffaut, je l'ai bouffé toute la filmo au Saint-André-des-Arts, un jour, un film, quoi. Puis après, j'ai lu le truc des cahiers du cinéma. Enfin, bon, bref. Bon, après, de Truffaut, c'est pas Jules et Jim, mon préféré. La femme d'à côté, par exemple. Ouais. Avec ce duo-là. Non, mais ce duo qui... On va rester sur Georgia, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on va aller sur Georgia. Ouais. Moi, j'adore ce moment parce que, en tant qu'acteur, avoir des monstres d'acteurs, quoi qu'on dise et malgré ce qui se passe, qui traverse, comme Depardieu et Ardant, qui se sont aimés ensuite après, quoi, je veux dire. Mais c'est de la folie. Un réalisateur qui arrive à emmener ses acteurs à ce point-là et qui arrive à les filmer, bon, après ça, on peut aller à la retraite, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Oui, on va mettre Georgia parce que comme ça, les gens pourront découvrir aussi ça. Et c'est de l'adrénaline pure, quoi. C'est une très bonne initiative. On marque une courte pause publicitaire, on revient juste après. Le score, du bon son et de la conversation juste après la pause. Nova. Radio Nova. Toujours en compagnie de Samy Bouagila, il y a une voix que je voulais vous faire écouter aujourd'hui. J'aime pas les acteurs sobres. Ah si, moi j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que je suis sobre, hein, moi. J'essaye d'être sobre au maximum. C'est pour ça que je vous dis j'essaye d'en faire un minimum, mais je sais pas, peut-être que c'est pas mon tempérament. Peut-être. J'aimerais bien jouer comme Marlon Brando. Il fait rien et il est fou. Mais j'aimerais bien jouer avec Dustin Hoffman aussi, qui en fait beaucoup et qui est vraiment tellement vrai. Alors je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire, je fais toujours au mieux. Patrick Devers en interview. Oh mon Dieu. Je voulais vous soumettre cette vision du jeu. Oh mon Dieu. Bah ouais, alors là, Devers, lui, il a tout brûlé, quoi, toutes les étapes. Et la sobriété dans le jeu. La sobriété, vous voulez dire jouer sobre ou bien... Jouer sobre, je veux dire pas... Ouais. Non, rien à voir avec l'alcool, effectivement. D'accord. Non, la sobriété, dans le jeu. Ouais. Quand on est plein, quand on est chargé, il ouais. n'y a rien de mieux que le silence et la sobriété. Quand on est plein. Ouais. Bon, après on s'agite quand il faut aller chercher quelque chose, quoi. Mais un gars comme Devers, il y a juste à allumer la caméra. Parce que c'est chargé d'émotions, c'est chargé de... Il n'y a plus besoin des intentions, quoi. Tout est là, écorché vif, plein. C'est magnifique, moi j'adore. Ouais. C'est quelqu'un qui continue de vous inspirer aujourd'hui. Bah, en tout cas, c'est quelqu'un qui a marqué, pas que moi, quoi, mais qui a marqué toute une génération. Déjà à l'époque, la culture de l'époque était bien plus subversive, bien plus révolutionnaire que maintenant, je trouve, qui est un peu plus aseptisée, mais bon, c'est l'époque qui veut ça, avec des acteurs qui se brûlent les ailes en live devant nous, au sens propre comme au sens figuré, pour Patrick Devers. En 2022, au magazine GQ, vous disiez « Je commence juste à m'épanouir au cinéma, j'ai tout à faire maintenant ». Ça avance ce dossier. Non, je le pense. Oui, ça avance, bien sûr, j'espère. Mais c'est rigolo avec votre filmographie de dire quelque chose de cette nature. Mais ça veut dire qu'il y a encore énormément d'envie. C'est aussi, plus que ça, il y a non seulement énormément d'envie, mais il y a encore une grande marge de manœuvre. Est-ce que c'est un truc de motivation à la japonaise pour continuer? Est-ce que je veux dire? Mais oui, puis parce que j'ai une belle filmo, mais c'est un parcours d'endurance, ce métier, comme je pense la plupart des métiers d'artisan et de création, quoi. Et que en fait, en soi, il n'y a pas de fin, quoi. On n'a qu'à voir, je sais pas, Mastroianni jusqu'où il a été, et d'autres, j'en sais rien. Moi, j'espère, franchement, il me dit, pas moi. Moi, j'espère mourir en jouant. Enfin, aller jusqu'au bout, au moins, quoi. Quelque part, je me suis perdu, moi, dans mon métier, c'est-à-dire que la vie sur le plateau était plus forte que la vie dans la vie, quoi, quelque part, en ce qui me concerne. Ça veut dire que derrière les personnages, non seulement je me cachais, mais je me nourrissais, et puis ça aurait dû être l'inverse, quoi. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, et à me resociabiliser, parce que moi, j'attendais juste la lettre de mission, c'est-à-dire un scénario, un plan de travail, on part, quoi. Ouais. Et puis à cette époque-là, les tournages étaient plus longs que maintenant, c'était au moins 8 semaines. Puis, de toute façon, la longueur est relative sur un plateau, parce que c'est d'une telle densité. Quand on sort, on est comme ça, quoi.
Mais alors c'est rigolo parce que moi je vois un pont direct avec les personnages que l'on croise dans Rapace, cette bande de journalistes. Oui. C'est l'aspect obsessionnel. Oui, C'est-à-dire tout à qu'ils fait. sont en mission. Et c'est là où je vois un pont entre ce métier de journaliste et peut-être celui de comédien. L'obsession. Après, chacun Ouais. exerce son métier. Il y en a d'autres, comme Rushdie, quand c'est coupé, puis quand c'est fin de journée, on passe à autre chose. Et c'est bien, c'est super. Après, c'est pas mon cas. Ouais. Non, c'est pas mon cas. Après, on va pas en faire des kilos, mais c'est pas mon cas. Mais c'était quoi la question déjà? Non, je parlais de l'obsession, de l'aspect L'obsession. obsessionnel qu'il y a dans cette Moi, profession. pour moi, ou ce en tout métier cas, ouais. est une obsession, ça c'est un fait, Ouais. mais même pour Rushdie et puis pour d'autres, je pense. Après, chacun l'exerce comme il sait le faire. Mais c'est une obsession, c'est plus qu'une vocation, c'est une obsession, ouais. Et réaliser, c'en est toujours une. Ah oui, bien sûr, oui. On va en rester là, je veux surtout pas vous porter ni l'œil ni quoi que ce soit, mais enfin on a un petit peu hâte quand même. Dernier titre choisi par mes soins avant de vous laisser la main, puisque je ne vous ai pas encore prévenu, mais c'est vous qui allez programmer la dernière demi-heure de musique de cette émission. Carrément. Ouais, oui, ça fait bien combien sûr. de chansons C'est 7 chansons à choisir. Ouais, dans les playlists de Nova, mais vous inquiétez pas, ça Ok. va très bien se passer. Ok. En attendant, on écoute Portishead avec Sour Times. Le score sur Radio Nova. Portishead sur Nova, Sour Times, et pendant ce temps, Samy Bouagila préparait sa playlist. Oui, c'est une mission difficile, je sais. ouais, j'en ai dans un temps suis un imparti. peu là, j'y suis un Ouais, peu. mais elle est super. Juste avant d'écouter cette playlist, il y a un petit questionnaire sur la musique et vos souvenirs. L'idée, c'est de répondre du tac au tac dans la mesure du possible. Allons-y. Est-ce que vous êtes prêts? Je ferme les yeux. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre. Papa Noël, Tino Rossi. Le titre de votre adolescence. Ah oui, Travolta, Grease. Très bien. Votre chanson de karaoké, si toutefois vous pratiquez. Je pratique pas, mais si je pratique, je chanterai. Oh, du Higelin, un truc comme ça, voilà. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Surpris de trouver dans ma playlist Ouais. une variété française qu'on soupçonne pas, je sais pas. Moi, j'écoute facilement France Gall. Ouais. Voilà. Ça marche. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Crystalline. Ok, qu'on va découvrir dans un instant dans votre playlist. Et le titre qui vous fait sortir de la piste de danse. Un truc de... Tiens, vous savez, les mecs qui se rentrent dedans, là. Pogo, Un ça pogo? s'appelle Voilà. Ouais, n'importe quelle chanson de pogo. Ah voilà. Votre chanson de comédie musicale préférée? Waouh. Alors, Moi, j'ai eu un Grease déjà, donc je me dis que ça rentre dans la catégorie Ouais, catégorie non, bah, musicale. tenez. Mais... aidez-moi, parce que c'était vraiment beau. Ce cinéaste québécois qui parle français, Ryan Gosling et La La Emma Land. Stone. La La Land. La La Land. Damien Chazelle. Chazelle. Ouais, j'ai le cerveau friconfit là à cette heure-là et parler toute la journée. Alors, La La Land de Damien Chazelle. Ouais, là, Très vous bien. trouvez, il y a ce que vous voulez là-dedans. Et alors, catégorie pénible, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Vous savez, ces chansons qui vivent toutes seules, indépendamment Alors de là, vous. là, il y en a plein, il suffit qu'on entend. Par exemple, là, vous me dites ça, je vous parle d'un temps, non. Alors là, Ah ouais, je vais la garder la toute la bohème. journée. Ouais, moi c'est pareil, Ouais, je vais la voir. Plein de trucs comme ça, quoi. Voilà, formalité remplie. Il est donc grand temps de découvrir votre playlist, non sans avoir rappelé que Rapace de Peter Dorontis avec Samy Bouagila, Mallory Wanek, Jean-Pierre Daroussin, Valérie Donzelli, Stéphane Crépon, Andrea Bescon, c'est dans les salles demain. Et vraiment, je le répète, je vous conseille vivement d'aller voir ce film. Pour démarrer cette playlist, Samy, vous avez choisi I Am, Petit Frère, en un mot. Pourquoi ce Ouais. titre? Ben, d'abord, ça me touche à chaque fois. Et si vous me demandez est-ce que je suis le petit frère de la famille, oui, mais c'est certainement pas pour ça. Ceci dit, mon frère, si on entend la chanson, il avait cette attitude-là à mon égard. Voilà. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. MC Solar pour clore le score dédié à Samy Bouagila. Merci mille fois d'être passé Merci par à ce vous. studio. Franchement, c'était un bonheur. Et merci. Bah, plaisir extrêmement partagé, je le Merci. redis. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.